Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo résumé de Extreme Rules 2014 qui a eu lieu comme d'hab la nuit de dimanche à lundi, donc à 1h ou à 2h du mat, ça dépend la source sur laquelle vous avez regardé. Donc je pense que je vais faire une vidéo, enfin je vais essayer de faire une vidéo assez longue mais pas trop. Essayer d'expliquer, je sais c'est ce que je fais en général, mais vraiment les choses en détail d'un point de vue totalement objectif. Et j'espère que ce sera intéressant pour vous la façon dont je vais expliquer les choses. Voilà, donc encore une fois j'espère que vous allez bien. Donc ouais, avant de commencer, je vais encore faire un petit point, un petit récap de l'activité de ma chaîne YouTube et de la page Facebook French Community of Wrestling. Je l'ai très bien dit encore. Bon. Alors en fait, j'en suis à mon deuxième live, j'ai fait le deuxième live avec mon second groupe, enfin second groupe parce que j'en ai eu aucun de mon second groupe. J'ai eu d'autres personnes qui étaient présentes et qui ont été ravies de répondre à l'appel. 2-3 petits contretemps, c'est-à-dire que les 3/4 de mon groupe n'étaient pas disponibles. Faut dire que j'ai dû avancer l'heure du début, je commençais à 14h, normalement là j'ai commencé à 13h. Je vais profiter un petit peu du week-end la semaine dernière, c'est vrai qu'il faisait beau. J'espère qu'il fera beau aussi ce week-end. Je raconte ma vie comme un putain de sans-amis. Bon, je déconne. Non, pour dire que ouais, je trouve ça vachement intéressant. J'ai eu des personnes diverses, hein. J'ai eu Mickaël des Piélates qui est revenu 2 fois, ça m'a fait très plaisir de t'avoir à nouveau parmi nous. Mais c'est intéressant d'entendre en fait le point de vue de chacun. Et donc quoi, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, wesh ma couillasse. Je te file mon Skype, ou alors c'est quoi ton Skype? Et puis je vous rajoute dans mon petit tableau des groupes, et puis on se fait ça tranquille. Donc le week-end prochain, j'ai mon 3ème groupe, avec peut-être en plus, si c'est possible, hein, j'ai parlé un petit peu avec lui la semaine dernière, en guest host on va dire. Comment je dis ça, genre non, on va avoir la présence de Parodix, donc moi ça me fait très plaisir s'il peut venir. Moi personnellement, c'est excellent, non, je pense qu'on va se taper de bon délire. Donc mon 3ème groupe, je vous contacterai dans la semaine, on va laisser aujourd'hui passer, peut-être demain, et puis on verra ça pour essayer de s'organiser, voilà. Donc, alors Extreme Rules, c'est un pay-per-view, la moyenne du pay-per-view je l'ai trouvé pas mal, moi j'ai pas trop été déçu. Il peut y avoir des attentes, des matchs où on pouvait attendre plus. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient quand même quelques côtés où ils ont été déçus. Mais on verra ça tout au long de l'explication, voilà. Donc je vais peut-être arrêter de prendre et de reposer, de reprendre et de reposer mes feuilles parce que j'ai juste l'air d'un gogol mental. Bon, non, sérieux. Alors le pré-show, donc c'était le match El Torito contre Hansogel dans le WLC match. Donc apparemment en plus ils ont fait ça, ils ont fait les choses enfin en grand, façon de parler, on va dire qu'ils ont fait les choses en petit. Parce qu'on avait eu le droit à un mini-arbitre, des mini-commentateurs déguisés en Jim Ross, JBL et... JBL et Michael Cole. Non, c'est pas Jim Ross, pardon, c'est Jerry the King Lawler. Je crois. Bon, bref. Alors, on a eu le droit à un petit match, je l'ai pas vu, hein, mais ça avait l'air d'être... Est-ce que c'était réellement un match ou est-ce que c'était plutôt un cartoon? Je ne l'ai pas vu, donc si vous l'avez trouvé bien, vous pouvez m'en laisser des nouvelles, me dire voilà, c'était bien. Les 2-3 minutes qu'ils ont montré dans le show sur AB1 après, ça ressemblait plus à un cartoon, à un dessin animé qu'à autre chose, voilà. Et les nains qui se couraient après, ouais, bon. Donc, victoire de El Torito apparemment, qui a fait passer Hansogel à travers une mini-table. Voilà, bon. Alors on va passer directement au premier match officiel de la soirée. Donc le match d'ouverture qui était Rob Van Dam contre Jack Swagger contre Cesaro, dans un triple threat match à élimination. Donc moi ce match je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé sympa. Pour un match d'ouverture, je trouve que ça a passé, sachant que comme je dis à chaque fois, un match triple threat, triple menace, c'est des matchs qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc pour donner le ton de l'entrée, faire on va dire une bonne entrée en matière, avec un côté un petit peu funky, un match qui va partir dans tous les sens, moi je trouve ça bien, voilà. Donc j'ai marqué début de match assez intense, il y a eu un bon rythme. Il n'y a pas eu de moments, comme on dit, de creux, de faux rythme, de moments où on s'ennuie. Je trouve que ça a été fluide.
Ah, j'ai noté que Swagger s'est pris assez rapidement un Cesaro Swing. Voilà. À noter aussi une petite déception pour ceux qui regardent un peu mes vidéos et qui connaissent un petit peu mes délires. Vous savez que j'ai un... Enfin, un petit faible. J'adore plaisanter sur Zeb Colter, donc José Bové, que je l'appelle. Et José Bové et Paul Heyman, donc Paul Heyman, on a discuté pendant du dernier live. Je vais l'appeler Flamby, comme notre président, voilà. C'est un gars qui m'a dit, c'est Michael De Piedad d'ailleurs qui m'a conseillé de le surnommer comme ça. Donc c'est dommage parce qu'en fait on n'a plus de clash entre José Bové et le Flamby. C'est dommage. Enfin, j'aurais bien aimé voir un petit hashtag je te pécho la moustache comme au dernier Raw, au dernier SmackDown. J'aurais bien aimé voir le Flamby et le José Bové de se mettre sur la gueule. Non bon, pour être resté sérieux, vu comment la rivalité évoluait entre Swagger et Cesaro, les managers étaient quand même présents dans cette rivalité. Il y a eu des tensions entre Zeb Colter et Paul Heyman, donc entre José Bové et le Flamby. Et ça aurait pu éventuellement arriver que dans le match, en fait, les deux se mettent sur la gueule, histoire de mettre un petit peu d'ambiance. Donc c'est juste ça que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que ça ne s'est pas produit. Puisque Jack Swagger s'est fait éliminer assez rapidement, parce qu'il s'est pris une superplex de Cesaro, d'ailleurs une souplesse, il l'a chopé de derrière la troisième corde. Lui il était sur la troisième corde, il l'a fait passer par-dessus, et ça a fini en superplex, ce qui était tout à fait magnifique. Cesaro, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, on va dire. Il est vraiment très très bon ce gars. Voilà. Donc Cesaro qui fait la superplex sur Jack Swagger, puis ensuite Swagger se prend un frog splash de Rob Van Dam, donc se fait éliminer comme ça, voilà. Donc ensuite le match il repart, donc ça repart en fait entre Cesaro et Rob Van Dam. Ça repart très bien parce qu'on a quelques bonnes actions extrêmes, du genre des sauts suicidaires de Rob Van Dam, quelques actions un petit peu dignes de la ECW. D'ailleurs, le public, j'ai marqué qu'il est en feu. À un moment, il commence à gueuler ECW. Donc ça prouve que le match est très bon. Et que pour commencer en fait Extreme Rules, je pense qu'ils ont fait de bonnes choses. Rob Van Dam, il nous a sorti quelques prises vintage RVD. J'ai trouvé ça sympa. Comme d'habitude, Rob Van Dam il nous fait quelques botches, mais moi personnellement j'ai apprécié, on va dire en général j'ai apprécié la prestation de Rob Van Dam. Il a pas trop perdu de temps à se la jouer comme il fait tout le temps. Déjà il va porter une prise, il va arrêter pendant 3 heures, il va faire Rob Van Dam pendant 3-4 fois. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours saoulé. Là il ne l'a pas fait, donc moi je trouve ça très bien. Donc alors on a eu l'utilisation d'une poubelle. Une bonne utilisation d'une poubelle, parce que la poubelle, chacun s'est pris dans la gueule. Que ce soit Rob Van Dam, Cesaro, je crois qu'il s'est pris aussi dans la gueule, je suis pas sûr. Ouais, il s'est pris dans la gueule. Je suis pas sûr, hein, donc si je me trompe, corrigez-moi. J'ai pas noté en fait, j'ai juste noté qu'à la fin, Rob Van Dam veut tenter un frog splash en fait sur Cesaro. Sur la poubelle, en fait, Cesaro, ça fait un sandwich quoi. Cesaro il est posé sur la poubelle et Rob Van Dam en fait il veut tenter un frog splash et transformer Cesaro en croque-monsieur quoi. Donc Cesaro esquive, ça fait que Rob Van Dam il s'éclate la gueule sur la poubelle. Et quand je dis il s'éclate la gueule, il se l'éclate vraiment parce qu'à la fin du match on peut voir qu'il a la gueule en sang. Et Cesaro esquive et il en profite pour lui porter son neutralizer, son finisher directement sur la poubelle et il gagne le match comme ça. Donc victoire de Cesaro, victoire méritée, je suis un dégueulasse, mais je sais pas, j'ai chopé une poussière au taf. Bon. Alors ouais, victoire de Cesaro qui gagne. Alors ensuite on a, une fois que Cesaro repart content, les fans l'applaudissent, il repart tout content avec Paul Heyman. Paul Heyman qui d'ailleurs en début de match n'a pas oublié de nous rappeler que son client, Brock Lesnar conquiert The Undertaker Defeat Streak. Voilà, donc la série, il nous a encore cassé les couilles à nous dire mon client il a conquis la série de l'Undertaker. Ta gueule, j'ai envie de lui dire, voilà. Bon, alors, voilà. Alors ensuite, Speed Dolana rend hommage à Vladimir Poutine. On a Lana qui se vient tout content, petit tailleur, tout content. Il va rendre hommage à mon grand ami, à mon modèle, celui qui, je suis très fier d'être citoyen russe. Rendrons hommage à Vladimir Poutine. Et là, le portrait de Vladimir Poutine qui apparaît. Je vais vous présenter maintenant le Bulgare qui est citoyen russe, Alexander Roussev.
Non, je rigole. Et là, Rousseff il arrive. Donc on a le match Alexander Rousseff contre R-Truth et Xavier Wood dans un handicap match, pardon. Donc c'est assez, enfin j'ai trouvé que c'était un match qui n'était pas forcément très utile parce que c'était quasiment une exécution. Juste le petit côté Lana qui rend hommage à Vladimir Poutine. Désolé pour mon imitation de russe complètement pourrave. Enfin, si elle est bonne, dites-le moi, mais c'est plus de la parodie qu'autre chose. Hein. Je n'ai rien contre les Russes, hein, c'est juste un petit délire, voilà. Alors Rousseff qui prend l'avantage. On a l'entrée de R-Truth et Xavier Wood. Xavier Wood qui veut monter en avant, qui se prend un super kick dans la gueule. Boum. Ah quand même, ça c'est fait, genre. Il est monté dans le ring, boum, super kick dans la gueule. Moi j'ai fait, ah bah ça c'est fait. Il est tombé, on l'a plus vu. Faux. C'est bien, il s'est pris un super kick dans la gueule. Voilà, bon. Donc du coup c'est un peu dommage parce que on a eu enfin un match qui était censé être un match handicap, mais au final ça s'est fini en un match 1 contre 1, donc R-Truth contre contre Alexander Rousseff, pardon. Vu que Xavier Wood il était KO à l'extérieur du ring en train de faire dodo. Donc Rousseff il prend l'avantage dès le début donc en mettant Xavier Wood KO. Match expéditif, je sais très bien écrire. Malgré quelques actions de R-Truth, il a réussi à faire quelques petits trucs, dont son coup de pied en ciseaux. Mais ah non, il a pas fait. Non, il a pas fait son coup de pied en ciseaux, il a fait son espèce de saut en toupie là, je sais plus comment il s'appelle. À un moment il s'en servait comme prise de finition. Il te fonce dedans comme un coup de bélier, mais en tournant en fait, en faisant un saut comme ça. Donc il a réussi à faire ça sur Rousseff, il a fait 2-3 petites actions mais qui ont servi quasiment à rien parce que le gars se relevait à chaque fois. Mais Rousseff voilà, est dominant. Je pense que le but de ce match c'était de montrer la dominance de Rousseff. Et donc à la fin, Rousseff qui porte son camel clutch sur R-Truth qui tape assez rapidement. Et à la fin du match, on a Alexander Rousseff qui lève les bras, qui est tout content. Lana qui arrive sur le ring, célèbre, machin. Et là, il y a... je vais reprendre un petit peu l'expression de Philippe Chéreau ou Christophe Agius, je sais plus. Lana qui montre... R-Truth qui monte à l'air de dire hey, tu peux le démolir s'il te plaît. Il n'a pas encore compris la vie lui. Oh, je vais le démolir au Canada. Alors elle le prend. Allez, crush, détruit. Et le défonce. Mais j'adore quoi. Quand Christophe Agius ou Philippe Chéreau, c'est plus quelqu'un d'eux qui a fait son imitation de russe. Tout va crush, détruit l'américain. Et il le prend, il le démonte. Je dis ça un petit peu comme ça, c'est que c'est juste un petit peu le côté funky du truc. Et il descend du ring, il part tout content, puis il y a Lana qui s'arrête, qui fait hey, tu l'as oublié lui. Xavier Wood, allez crush, détruis-moi ça. Allez, détruire l'américain, capitalisme. Puis il le prend, puis en fait il les a juste démontés quoi. Donc ouais, match pas très utile, juste pour montrer la dominance, c'est vraiment le mot dominance d'Alexander Rousseff. Voilà. Donc ouais, match, on pouvait s'en passer, voilà. Alors ensuite on a le match Biggie contre Bad News Barrett pour le Intercontinental Title, donc le titre intercontinental. Donc j'ai marqué match, d'ailleurs avant de dire le début du match, j'ai noté l'ovation que Wade Barrett s'est pris et apparemment Biggie lui contrairement à Bad News Barrett pardon, Biggie lui s'est fait huer, j'ai pas remarqué que lui s'était fait huer, j'avais juste remarqué en fait que Bad News Barrett lui s'était fait acclamer. C'est la seule chose que j'ai remarqué. Alors, j'ai marqué match brutal dès le début, très partagé et un bon rythme. C'est-à-dire qu'on a un match très, on va dire, une petite différence de style. Donc, Biggie, c'est la pure puissance physique. Et Bad News Barrett, il a de la puissance physique, mais c'est plus un petit côté technique et en fait bagarreur. Donc, j'irais pour comparaître. Pour la comparaison, Biggie ce serait plus le Batista on va dire avec la puissance physique, le Batista d'avant parce que maintenant il est plus voilà, l'animal de 2007-2008 quand je l'aimais bien, et Bad News Barrett ce serait plus un, je sais pas qui est bien bagarreur, bon, John Cena mais bon pareil John Cena quand il était en mode rappeur avec son ancienne musique et tout ça, c'était vraiment le bagarreur, il rentrait dans le tas quoi. Même quand il était en heel en mode hip hop, tu vois, c'était le bagarreur, voilà. Donc
Alors on a un match qui est brutal dès le début, très partagé et un bon rythme, ouais. Alors on a un spear de Biggie à travers des cordes qui est juste énorme, il fonce, il lui fait un spear à travers les cordes, il termine en dehors du ring. À la fin du match, on a Wade Barrett qui contre... Ouais, parce que je préfère dire Wade Barrett, parce que Banyus Barrett... bon. On a Barrett qui contre le Big Ending, et en fait qui enchaîne avec un boule hammer à la volée, donc il rebondit dans les cordes, il revient et il lui met un boule hammer. Et bah, il gagne comme ça, et il se fait acclamer comme rarement il s'est fait acclamer. Voilà. Donc ensuite on a le match The Shield contre Evolution. Donc le retour de l'Evolution avec Triple H, Batista et Randy Orton, direct l'accent, sans Ric Flair, qui Ric Flair a juste fait comprendre la semaine passée à l'Evolution en fait que pardon, qu'il n'était pas avec. Donc c'était un match, juste une affiche, un dream match, une affiche de rêve comme on dit. Et on a eu un début de match juste explosif. Un petit peu... Ouais. Alors on a eu un match... un début de match juste... Enfin attends, pardon, excusez-moi, je suis perdu du coup. On a eu... J'étais un petit peu déçu parce que l'entrée d'Evolution, je pensais qu'il nous ferait quelque chose d'un peu plus impressionnant. Je pensais pas à une entrée classique en fait. Je pensais vraiment à... Ils veulent nous faire en fait la réunion de l'Evolution. Je pensais qu'ils nous feraient un truc plus classieux comme ils nous font avec l'entrée de Triple H à WrestleMania. Ils auraient pu faire peut-être un peu mieux au niveau de l'entrée. Voilà. Donc l'entrée du Shield, bah, fidèle à elle-même, hein, ils arrivent du public. Et on a un début de match carrément explosif, c'est les trois qui... Comme des lions en cage, ils ont envie de se mettre sur la gueule. Et boum, ça fonce dans le tas. L'évolution... au début, on a Shield qui arrive à défoncer les... The Shield qui arrive à sortir les trois du ring, qui sont sur le ring un petit peu en conquérant. Mais par la suite, on a l'évolution qui prend assez vite l'avantage, en se concentrant quasiment exclusivement sur... je sais pas si ça se dit, quasiment exclusivement, en se concentrant sur Seth Rollins, voilà. Donc Seth Rollins en a pris plein la gueule pendant un bon morceau du match. Donc match très bon, franchement. Je vais dire l'évolution fidèle à elle-même. Pourquoi ? Parce que je vais dire quelque chose, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. C'est que j'ai regardé les vidéos résumées de mes confrères, et ils disent ouais, l'évolution faisait des changements rapides à la manière du Shield. Je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que l'évolution existait bien avant The Shield, et bien avant The Shield, l'évolution faisait elle-même des changements rapides. Donc l'évolution ne prenait pas le style du Shield, c'est l'évolution qui reprenait le style de l'évolution, je pense. Après, si je me trompe, vous pouvez me le dire, mais j'ai vu quelques matchs de l'évolution, et il y avait des changements rapides, un petit peu comme ils ont fait ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire l'évolution fidèle à elle-même. Des tags rapides, des attaques un peu vicieuses, c'est tout à fait l'évolution. Donc c'est peut-être The Shield qui a plus repris un peu le style de l'évolution, c'est-à-dire un style dominant, destructeur et hyper efficace. Voilà. Donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous invite à laisser des commentaires, hein, polis bien sûr, comme d'hab. Ça me ferait très plaisir d'en débattre avec vous, tout simplement parce que moi c'est un match que j'ai bien apprécié. La plupart de mes confrères ont dit qu'ils s'attendaient un petit peu mieux. C'est vrai que le début de match était un petit peu lent, mais quand on voit la fin qu'on a eue, moi je ne peux qu'être content. Voilà, j'ai aimé ce match. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un début de match un petit peu plus rapide, surtout le moment où ils se sont concentrés sur Seth Rollins qui était un petit peu lent, c'est vrai. Mais c'était vraiment du vintage Evolution, et c'était bon à voir, voilà. Donc ouais, l'évolution fidèle à elle-même. Et à un moment, Roman Reigns qui était un petit peu... qui n'était pas rentré sur le ring officiellement, qui était dans le coin à attendre, pendant que ses deux collègues se tapaient, donc il y a eu Seth Rollins qui s'en a pris plein la gueule. Après on a eu le droit à Dean Ambrose qu'on a pris aussi qui a pris cher aussi, le pauvre. Et quand Roman Reigns est rentré dans le ring, à une comète. Donc encore une fois, ce mec c'est un dieu du ring. Je cherchais c'était qui mon pote qui avait dit dans une de ses vidéos que Roman Reigns était un dieu du ring. Et en fait, depuis ça que
que je disais avec ma petite soeur, on disait Roman Reigns c'est le dieu. Je crois que c'est Danny Ange qui a dit ça une fois dans une de ses vidéos, Roman Reigns c'est un dieu du ring. Bah franchement je suis d'accord, ce mec il est phénoménal quoi, il rentre, il a une prestance, il amène un truc quoi, il est vraiment, c'est le futur et j'espère vraiment qu'il ira très très loin cet homme, parce que franchement il le mérite, voilà. Donc Roman Reigns quand il rentre dans le ring, il est en feu mais il défonce tout ce qui bouge. Donc il prend l'avantage, c'est-à-dire qu'il... l'évolution à partir de ce moment-là commence à prendre cher. Batista qui se prend un triple powerbomb. Je sais plus c'est qui veut faire le tomber ensuite, je crois que c'est Roman Reigns, ouais. Mais Triple H empêche le contre de l'arbitre, donc le match dégénère. Ça continue en dehors du ring, donc on a Batista et Roman Reigns à l'intérieur du ring, c'est les deux hommes légaux. Et Seth Rollins et Dean Ambrose qui sont occupés avec Triple H et Randy Orton, voilà. Donc si je me trompe pas, on a Dean Ambrose qui est sur Randy Orton et Seth Rollins qui est sur Triple H, je crois. Donc Reigns qui se prend... ah non, pardon. Alors Reigns se prend un pedigree et un RKO. Et là il veut tenter le tomber. Je crois, ouais. Batista veut tenter le tomber. Mais Rollins revient et empêche le compte de l'arbitre. Donc ensuite on a un saut suicide de Dean Ambrose sur Randy Orton Triple H à travers les barrières. Donc c'est Rollins qui fonce, qui nous fait un saut monumental. D'ailleurs je fais une dédicace. Je salue Seth Rollins pour sa prestation juste éblouissante pendant le match. Franchement Seth Rollins... Avant c'était Seth Rollins, c'était un petit peu le catcheur qui est un petit peu plus discret dans The Shield. Moi ne le connaissant pas ni de la NXT ni avant, je ne savais absolument pas ce qu'il valait. Et en fait, j'avoue que j'ai pas mal jugé, parce que je dis pas que j'apprécie pas ses talents de catcheur, mais disons que je le trouvais un petit peu moins bon par rapport aux autres. Et ben, je me rends compte que je me suis absolument trompé. Donc, Seth Rollins c'est un superbe catcheur, et lui aussi, je lui souhaite d'aller très loin. Voilà. Donc, on a... Ah, pardon, je me suis trompé. C'est un saut de Dean Ambrose sur Orton, Triple H et Triple H. Sur Orton et Triple H. Mais je dis Seth Rollins parce que Seth Rollins après nous a fait des choses tout à fait magnifiques. Voilà. Dean Ambrose n'a pas rien fait. Dean Ambrose aussi a fait de très belles choses. En fait, les trois ont fait de belles choses. Mais je trouve que Seth Rollins, il s'est un petit peu démarqué. Voilà. Donc le combat qui se poursuit dans le public, donc les deux dégénèrent dans le public. Donc ouais, le saut de Dean Ambrose et Orton sur Triple H, en fait, c'est à travers la barrière. Donc les deux se retrouvent comme ça que... C'est comme ça qu'en fait le combat est amené dans le public. Donc le combat se poursuit dans le public pendant qu'il y a Roman Reigns et Batista au centre du ring, qui eux, encore une fois, sont les hommes légaux, se reposent parce qu'ils se sont bien mis sur la gueule aussi. Et on a Triple H et Randy Orton qui prennent l'avantage. Donc ils laissent Seth Rollins KO dans un coin et ils vont s'attaquer à Dean Ambrose. Et là tout d'un coup le what the fuck du match, c'est qu'en fait on est sur un, si je me trompe pas, on est sur une entrée. Donc une entrée comme à Bercy, je sais pas si vous voyez. On a un escalier, ça fait une entrée comme ça, et les trois sont là. Et il y a en fait Seth Rollins qui est en haut de la porte d'entrée, et qui nous fait un saut suicidaire sur les trois. Seth Rollins, Dean Ambrose aussi se les prend moins, mais il se les prend. Qui nous fait un saut suicidaire sur Triple H et Randy Orton, juste éblouissant. Surtout quand on voit la hauteur du truc. J'ai vu une image sur Facebook, il montrait la photo du truc. La porte est hyper haute et franchement, Dean Ambrose, Seth Rollins, pardon, 5 étoiles. Voilà, ce gars est juste éblouissant. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, le combat reprend un petit peu dans le ring entre Batista et Roman Reigns. Donc à la fin, il y a Batista qui veut porter un Batista Bomb sur Roman Reigns. Roman Reigns contre, porte son Superman Punch et enchaîne avec un Spear. Donc il gagne comme ça, voilà. Donc ensuite, on a le match John Cena contre Bray Wyatt, si je me trompe pas, oui, dans un Steel Cage match. Alors là, je vais pas énormément parler dessus, je vais juste dire 2-3 petits trucs sympathiques. C'est un match, le début de match est lent et brutal. Donc on a Bray Wyatt qui prend l'avantage rapidement, pardon. J'ai trouvé que ce match était très bon au niveau scénario. Quand on dit scénario, c'est limite, il y a des matchs en fait qui racontent un peu l'histoire, qui dans le match en fait la feud se continue d'un point de vue story en fait. C'est-à-dire qu'il va se passer des actions qui vont accentuer la story et l'intensifier. Donc en début de match, on n'a pas eu réellement grand chose d'exceptionnel. On avait juste Wyatt qui était dans le ring, qui a pris l'avantage assez rapidement. On avait Luke Harper et Eric Rowan qui guettaient à l'extérieur de la cage. Match assez sympa d'ailleurs, j'ai marqué.
Luke Harper, donc le beau Jésus du catch, comme je l'appelle pour délirer, qui nous a encore gratifié d'un regard de vitreux de malade mental. Au début du match, quand il est monté dans la cage, il a fait genre pour donner ses consignes, et il a chuchoté dans l'oreille de Luke Harper, et Luke Harper qui faisait une gueule. C'est hallucinant, ce mec, il a un regard, il est réellement à fond dans sa gimmick. Moi franchement je l'admire à ce niveau-là, parce que waouh, il est admirable dans sa gimmick franchement. Donc on a Luke Harper et Eric Rowan qui guettent à l'extérieur du ring, donc ils sont chacun à l'extrémité, ils guettent John Cena pour pas que John Cena en fait s'échappe en passant par-dessus la cage. D'ailleurs à plusieurs reprises Cena veut fuir, ce qui prouve bien à quel point en fait Bray Wyatt a réellement touché John Cena psychologiquement avec son coup des gamins qui chantaient Bray Wyatt tient le monde dans sa main. C'était énorme, j'ai trouvé ça. Donc depuis WrestleMania, on voit bien que John Cena en fait Bray Wyatt en fait est un petit peu entré dans la tête de John Cena, et on se demande si John Cena en fait a pas peur de Bray Wyatt tout simplement, s'il en a pas tout simplement, s'il flippe pas sa race quoi. Et à plusieurs reprises en fait John Cena veut fuir, mais les Wyatt, donc Luke Harper et Eric Rowan, l'en empêche à chaque fois, donc il trouve un moyen. À un moment, il y a John Cena qui se retrouve sur les épaules de Eric Rowan, donc il le refout dans le ring, et au bout d'un moment il retente en fait de sortir du haut de la cage, et là il y a Luke Harper qui monte carrément pour lui filer 2-3 bennes dans la gueule pour l'en empêcher, et il y a John Cena qui arrive à choper Luke Harper et qui le fout dans la cage, voilà. Donc ensuite on a John Cena qui arrive à porter son attitude adjustment du haut de la 3ème corde sur Bray Wyatt, mais Luke Harper qui du coup est à l'intérieur du ring contre le compte de l'arbitre. Ensuite on a John Cena qui arrive à mettre KO les deux et qui veut remonter pour se barrer en passant par le sommet de la cage. Et là on voit Eric Rowan qui essaie de l'en empêcher, et là il y a le petit côté un petit peu marrant du match. Il y en a un autre côté un petit peu marrant du match d'ailleurs qui s'est passé en début, que je reparlerai après, donc Jordan en a parlé aussi, je parlerai après de ça. Il y a John Cena qui a chopé Eric Rowan, il était vraiment au niveau du sommet de la cage, qu'il a chopé par la barbe avec un boum, 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 qu'il lui a écrasé la gueule 3-4 fois sur les barreaux de la cage. C'était assez étonnant. Donc on a Eric Rowan qui est comme ça, comme un cochon pendu sur la cage. Et là on a John Cena qui redescend. Donc il y a les deux, Bray Wyatt et Luke Harper, qui sont KO dans le ring. Bray Wyatt qui est suspendu là-haut un petit peu comme une merde, je suis désolé. Et John Cena qui veut se barrer par la porte de la cage, et tout d'un coup il y a la lumière qui s'éteint. Et il y a un petit garçon qui apparaît en fait, un petit garçon, quand la lumière réapparaît, là, il y a un petit garçon qui est apparu là. Et il y a le petit garçon qui commence à chanter la chanson là, il tient le monde dans le creux de sa main, donc je sais plus comment on dit en anglais. Machin, The World in His Hand. Mais quand il a chanté en fait, c'était un croisement en fait entre Barry White et le diable. J'ai fait oh Barry White, qu'est-ce que tu fous là? Sors de ce corps Barry White. Ça fait je pourrais pas dire les voix en anglais parce que je la connais pas. Mais John Cena qui a pété un câble, il était genre ah, il a flippé sa race. Bray Wyatt qui en a profité pour le choper par derrière et lui porter son Sister Abigail. Oui, le choper par derrière. N'allez pas vous imaginer des choses, hein, bande de dégueulasses. Non, je rigole. Donc ouais, Bray Wyatt qui en profite pour le surprendre et il lui porte son Sister Abigail. Il sort de la cage et il gagne, voilà. Donc à la fin du match, on a les Wyatt, donc Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan, qui repartent avec le petit garçon. Donc Bray Wyatt qui file un free hug au petit garçon. Ils repartent et les deux. C'est étrange comme image parce que franchement ça fait réellement pédophile quoi. Tu vois 3 psychopathes mentaux qui partent en prenant un petit gamin, tu sais, tout innocent, puis il a une gueule tout innocent le gamin. Il le chope, t'as les deux darons dégueulasses, l'autre avec son t-shirt crade et l'autre avec son masque de chèvre. Ils le prennent par la main puis ils partent. T'as l'impression le pauvre gamin, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ah oh. Et j'ai mal pour lui. Bon voilà, donc Bray Wyatt qui gagne le match comme ça, voilà. Ensuite, on a le match Paige contre Tamina pour le Diva Championship. Donc j'ai envie de bien parler sur ce match-là.
D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de faire revenir un petit peu sur le match de John Cena Bray Wyatt. J'ai oublié d'en parler vite fait, j'avais dit que j'en parlerais, en plus j'ai oublié. Il y avait en fait sur le côté à l'entrée juste à côté du ring, à l'entrée, il y avait en fait des handicapés mentaux en fait qui participaient aux Jeux Olympiques, les handisports, je crois qu'ils appellent ça, les Jeux Olympiques pour les handicapés, les légers handicapés mentaux, enfin les handicapés mentaux. Et il y avait un petit peu, ça devait être l'équipe nationale ou des représentants en fait de la fédération sport handicapé, je sais plus comment il s'appelle, handisport je crois que c'est. Et il y avait quelques champions, quelques athlètes handicapés qui étaient là. Et il y a John Cena qui a donné son t-shirt, ou je sais plus, enfin il a donné un de ses fringues à un des hommes. Moi j'ai pas capté qu'en fait à la base c'était un handicapé, c'est Jordan qui l'a dit dans sa vidéo. Et en fait, j'avoue que, bon, c'est pas, connaissant John Cena, vu que c'est un gars qui a l'air d'être un mec très bien et respectueux de ses fans, je suis sûr qu'il a pas fait exprès. Hein. D'ailleurs, s'il a vu l'image de lui-même, il a dû se dire putain merde, c'est con, il doit un petit peu s'en vouloir, enfin pas non plus énormément, mais il doit se dire ah merde, j'ai déconné sur ce coup-là. C'est en fait, il a donné son fringue à l'handicapé, et l'handicapé qui était content, il a voulu lui faire un check, genre prends ma main, serre-moi la main. En fait, John Cena il lui a mis un de ses vents royales. Mais ça, je suis sûr que en fait il a fait ça, on fait l'action, tiens prends mon t-shirt, voilà je suis content. Puis il est reparti direct en fait, il a fait ça, il était vraiment, je suis sûr, dans le feu du truc quoi. Et l'handicapé il a pas insisté, il a vu que John Cena il a pas vu, il a fait bon bah tant pis. C'est assez comique. J'espère que l'handicapé là-bas, pourquoi je dis l'handicapé, enfin je connais pas son prénom, mais c'est vrai que ça fait un petit peu diminutif de dire ça. J'espère que cette personne, n'a pas mal pris ce geste, qui était à mon avis totalement involontaire. Voilà, donc vu que John Cena est quand même quelqu'un d'assez respectueux, je veux dire, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas John Cena, c'est le premier à faire les Make-A-Wish, à aller réaliser les vœux des enfants handicapés dans les hôpitaux et tout ça, c'est le premier à le faire, donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à John Cena, voilà. Donc on revient aux belles choses, hein, vu qu'on a le match des divas, Paige contre Tamina pour le Diva Championship. Je dis on revient aux belles choses, parce que moi personnellement j'ai apprécié ce match, et je suis content d'avoir apprécié. C'est-à-dire que depuis le début du règne de AJ, je trouve qu'elle nous a offert le début du règne, quand elle a battu Caitlyn, je disais, quand les gens disaient ouais AJ Lee c'est de la merde, tout ça, ils le disaient pas comme ça, mais en gros ça voulait dire ça, elle est nulle, elle sait pas catcher, elle botch, son Black Widow c'est de la merde et tout le bazar. Encore une fois, ils ne le disaient pas comme ça, mais ça voulait un petit peu dire ça. J'étais un petit peu, je disais oui mais elle s'améliore un peu, elle apporte un petit peu de prestance à la section diva qui était, on va dire, en oubli. Elle a apporté un petit peu de visibilité à cette section. Et en fait, plus ça allait, et plus je me suis rendu compte, parce que ça a un peu changé, que son règne était fade, long, insipide, qui ne servait pas à grand chose, et que c'était ennuyeux, un petit peu comme le règne hyper long d'Alberto Del Rio en tant que champion du monde poids lourd l'année dernière. Voilà. Et les matchs n'étaient pas réellement appréciables, car même quand on a eu la rivalité de AJ Lee avec Total Diva, c'était pas terrible quoi. Moi personnellement j'ai trouvé ça assez mauvais. Les derniers matchs de défense de titre, c'était gagne avec intervention de Tamina ou autre, ce qui était relativement mauvais. Je suis désolé de le dire comme ça. Je sais pas s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Éventuellement n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je respecterai votre point de vue. Mais moi, le mien c'est ça. Je pense que son règne, et c'est bien qu'il soit fini. Et ça m'a fait plaisir d'apprécier un match des divas, parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Les derniers matchs que j'ai appréciés des divas, c'est de être Caitlyn et Jelly, parce qu'il y avait Caitlyn et que j'aime bien Caitlyn. Et honnêtement, j'ai marqué peut-être les deux meilleures catcheuses du roster actuellement, avec Natalya. Donc un match très disputé, qui était assez rapide. Le match il n'a pas duré très longtemps, il était peut-être un petit peu trop court. Ça m'a fait plaisir un peu de redécouvrir Paige. Moi personnellement cette fille là, cette catcheuse, je trouve, encore une fois je dis en fait les deux hein, mais Paige en particulier en fait elle dégage quelque chose. Elle a un charisme que beaucoup d'autres n'ont pas en fait. C'est peut-être physique mais elle a quelque chose en fait, elle a un plus. Je veux dire il y a des catcheuses qui sont très jolies physiquement, mais qui n'ont pas de charisme réellement. Pour moi personnellement, qui est-ce qui était vachement joli mais qui n'avait pas réellement de charisme? Eve Torres, moi
physiquement, c'est une très belle femme. Mais moi, je trouve qu'elle dégageait rien en fait au niveau du charisme. Ouais, voilà, il y en a eu plein d'autres, hein. Qui est-ce qui était pas mal Mélina, non, Mélina, elle dégageait quand même pas mal de charisme. Kelly qui était, bon, jolie physiquement, mais elle avait pas réellement de charisme. Là, on a Paige, qui est, bon, que physiquement, elle est magnifique, elle a de la gueule, mais c'est plus le charisme, en fait, la présence, elle a une présence qui impose peut-être du respect, oui, du respect, parce que j'ai respect total pour cette lutteuse. Mais j'arrive pas trop à décrire le truc, c'est vraiment... ça a de la gueule, quoi. Voilà. Tamina aussi, ça a de la gueule. J'adore la présence de Tamina. Donc là, actuellement, dans cette division, je dirais qu'il y a de la présence. Donc Paige, Tamina, Natalia. Je réfléchis. Alicia Fox pourrait être une très bonne lutteuse. Je trouve qu'elle est très mal utilisée. Emma, avec sa gimmick de merde, faudrait qu'il change un peu tout ça et ça pourrait être quelque chose de magnifique. Après, les divas de NXT, je suis pas, donc il paraît qu'il y a du bon dans le roster des divas à NXT. Et après, on a les divas, donc, dont là, encore une fois, je vais tacler un petit peu Jordan Deluca, qui n'ont aucun charisme et qui ne ressemblent à quasiment à rien. Donc on a le saucisson du catch, donc Aksana. Je suis désolé, mais c'est un délire qu'on s'est tapé lors du dernier live avec les camarades qui étaient là. Alors on a le saucisson de la WWE, dont Aksana, qui est habillé avec un filet à jambon. D'ailleurs, les gens se demandaient quel effet que ça ferait si quand Paige lui porte sa prise de soumission Scorpion, je sais plus quoi, le filet craque, l'effet que ça fait. Moi j'ai dit une giclée de saucisson, surtout au premier rang. C'est de l'humour, hein. Voilà, c'est pas un petit délire, un petit peu de bonne humeur, ça coûte rien. Et on a le travelo brésilien, donc Rosa Mendes, qui à mes yeux ne ressemble à rien. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu un bâtard sur ce coup-là. Mais voilà, c'était le petit moment délire. Voilà. Donc ouais, j'ai un match que j'ai trouvé bien. Ça m'a fait plaisir de voir Paige en action. Tamina aussi a fait des choses pas mal. Paige, enfin c'est une des rares catcheuses que j'ai un petit peu suivi à la WWE, enfin à la NXT, pardon. Tout simplement parce que ça faisait un moment avant qu'elle arrive dans le roster principal que les gens me disaient Paige elle est super, Paige elle est bien, franchement elle a de la gueule, c'est une belle meuf, elle a tout pour elle, quoi. Et moi je connaissais pas et j'étais curieux, donc j'ai été voir quelques matchs de la NXT. D'ailleurs elle était beaucoup en rivalité avec Summer Rae. Et j'ai trouvé ça très bien, c'est parce qu'en fait elle avait un style propre à elle. Donc encore une fois, c'est sa prestance son rôle anti-diva, donc elle vient en cuir, elle a la peau toute blanche, les cheveux noirs, c'est vraiment un style qui change, plutôt que des blondes blindées d'UV comme Travelo brésilien ou Summer Rae qui se pointe, même Kelly, c'est vrai que c'est quelque chose qui change, voilà. Le look un petit peu métalleux de Paige, c'est vraiment, comme ils disent, la diva de demain, c'est quelque chose qui change en fait. Et quand j'ai vu les matchs à NXT, j'ai trouvé ça très bien. Mais par contre, je rejoins un petit peu Jordan. C'est que depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, elle s'est pas encore établie. Je pense qu'elle est encore un petit peu en échauffement, le temps qu'elle se mette bien à l'aise. C'est qu'elle n'a pas encore repris le côté hargneux qu'elle avait à NXT en fait. Le côté bagarreur, le côté je fonce dans le tas, qui vraiment fait d'elle en fait l'anti-diva, c'est-à-dire elle rigole pas, elle y va, elle défonce sa tête, elle gueule quand elle est vénère, c'est pas comme les meufs qui gueulent quand je te tire les cheveux ou machin, c'est elle gueule parce qu'elle est vénère, quoi. Et je trouve qu'elle a pas réellement cette hargne, donc je pense qu'elle l'a déjà un petit peu plus que quand elle est arrivée contre AJ Lee, donc je pense que il faut lui laisser un petit peu le temps de se mettre à l'aise, parce qu'on passe de NXT à Raw, c'est vrai que c'est peut-être une source de stress assez important parce qu'elle passe de salles à 200-300 personnes à des salles à chaque fois à 15-20 000 personnes. Donc il faut lui laisser le temps un petit peu de se mettre dans le truc. Et je te dis, cette jeune fille, cette jeune fille comme je dis ça, elle a 21 ans, donc elle a tout le temps devant elle. Et moi personnellement, je pense que c'est l'avenir du catch au niveau roster féminin. Et que elle peut réellement, s'ils nous font quelque chose de bien, les officiels, relever le niveau de la section des divas. Et je pense que ce sera une très grande championne, voilà. Donc à la fin, il y a Paige qui contre un super kick de Tamina et qui porte sa prise de soumission, donc la prise de soumission Scorpion, le machin Lock, je sais pas, donc si vous voulez me dire le nom réel en commentaire,
il n'y a aucun souci, ça me fera plaisir. Et gagne comme ça. Donc Tamina qui tape assez rapidement. Donc j'ai marqué perso, j'ai apprécié ce match, ça faisait longtemps que j'ai pas apprécié un match de Diva. Voilà. Donc ensuite on a retrouvé les Wyatt dans le vestiaire avec le gamin là qui a coûté la victoire à John Cena. Donc ils nous ont fait un petit speech. Et ben le gamin, voilà, pour prouver que c'est le gamin un petit peu qui a causé la défaite de John Cena. Donc ensuite on a le match Daniel Bryan contre Kane pour le WWE World Heavyweight Championship dans un Extreme Rules match. Je vais beaucoup parler de ce match parce qu'il y a un petit moment qui m'a particulièrement plu et je serai un petit peu un spécialiste pour vous parler de cette chose. Vous verrez. Donc alors on a un début de match qui est très brutal, c'est-à-dire qu'on a Daniel Bryan qui rentre, ensuite on a Kane qui arrive, Kane qui a même pas le temps de faire entièrement son entrée, il y a Daniel Bryan qui lui fonce dessus pour le démonter. Donc on a un début de match très brutal, on a l'utilisation de chaises, de kendo stick, de pelles, etc. J'en passais des plus belles. Donc match extrême. Alors on a un moment, alors ils se tapent dessus, ils se trouvent sur la gueule, ils vont partout. C'est vraiment un pur match Extreme Rules, ça m'a fait bien plaisir de voir ce match, franchement. Kane, le revoir le Kane en mode Kane masqué, complètement cinglé, c'est vraiment le Big Red Monster. Ça m'a fait vachement plaisir de le revoir comme ça. Parce que moi, Kane Corporate, je trouvais ça bidon, ridicule et insultant pour cet athlète qui est Kane. Vu que Kane c'est quand même un athlète que j'apprécie et que je respecte énormément. Le voir utilisé comme ça, je trouvais ça affligeant et irrespectueux pour lui, voilà. Donc alors à un moment, il y a le match qui dégénère, ils se barrent du ring, et on a Kane qui pécho Daniel Bryan et qui le balance sur l'écran de l'entrée en fait, qui le balance dessus, vachement brutalement, et l'écran du coup il s'éteint, donc bon, c'est un petit peu fake, hein, c'est le scénario qui fait ça, mais je pense qu'il a bien dû s'éclater la gueule quand même, le pauvre. Donc le match qui continue dans les coulisses. Donc les deux se mettent sur la gueule dans les coulisses. C'est pour ça que je dis utilisation de chaises, de pelles, etc. C'est parce qu'en fait ils se sont mis sur la gueule avec un petit peu tout ce qu'ils ont trouvé. Et ça continue dans le parking. Ils se tapent sur les voitures. Donc on a Kane qui balance Daniel Bryan sur la voiture, je crois. Et à un moment on a Kane qui prend une bonbonne de gaz et qui le balance. Mais heureusement que Daniel Bryan a esquivé, parce que si c'était pris dans la gueule, je crois qu'il s'est mort le mec. Hein. Vu comment la bonbonne de gaz s'est empalée dans le pare-brise de la bagnole, si Daniel Bryan l'avait pris dans la gueule, waouh, le pauvre. Donc on a un moment Daniel Bryan qui prend un pied de biche et qui met un coup de pied de biche dans la gueule de Kane, assez hallucinant. Donc Kane tombe. Et ensuite on a Daniel Bryan qui pose Kane sur une palette, la palette était au bout des fourches d'un K16 de niveau 3. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Vu que moi-même en fait j'ai mon permis K16, donc ces engins-là je sais les conduire. Je me la pète. Non. Donc j'ai eu la vidéo de Jordan ou de Daniel, je sais plus c'est lequel qui disait, ou de Abel qui disait Daniel Bryan a posé Kane sur une cagette, donc c'est une palette. Voilà. Moi qui travaille dans un entrepôt, je sais un petit peu tous les termes de ça. Donc l'engin sur lequel, j'espère que vous en aurez pas rien à foutre, mais c'est un petit peu, ça me fait délirer de vous expliquer ça. Donc l'engin sur lequel Daniel Bryan a posé Kane, au bout des palettes, l'engin qui l'a conduit après, c'est donc un engin K16 de catégorie 3. Donc c'est un chariot à conduite latérale. À conduite frontale, pardon. Je commence déjà à dire de la merde. À conduite frontale, donc... alors il a pris son chariot qui se conduit soit électrique, soit à gaz, ça dépend des chariots, pour ça je pense que vous en foutez un peu. Et il a pris, donc il doit avoir son K16 ou au moins un permis interne, hein, je sais pas. Et il a démarré l'engin, puis il a amené Kane en fait, il a foutu Kane comme un vulgaire colis sur la palette, il a levé un peu la palette, il a commencé à conduire, il l'a amené aux abords du ring, juste au bord du ring, il a levé les fourches, et il a amené. Et en fait, c'est encore un terme un petit peu technique, il a gerbé Kane dans le ring. En fait, quand on prend une palette, qu'on lève, qu'on fait ça, et qu'on range, là il a rangé dans le ring, bon, il n'a pas mis la palette dans le ring, mais ça s'appelle gerber en fait. Donc il a fait un gerbage en hauteur de Kane, il l'a gerbé dans le ring. D'ailleurs, il conduisait assez bien, mais bon, c'est assez facile hein, de conduire ce genre d'engin. Mais ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'occasion d'en conduire... Bon là je suis en formation, mais dans les tafs que j'ai fait, j'ai eu l'occasion d'en conduire.
Donc ça m'a rappelé un petit peu des bons petits souvenirs assez sympathiques du taf. Donc Kane qui se fait gerber dans le ring. Donc j'ai marqué Kane qui transporte Daniel Bryan avec un chariot frontal de catégorie 3. Juste génial. Donc Kane se fait gerber dans le ring. Ensuite le match reprend. Et il y a Kane qui porte un chokeslam sur Daniel Bryan à travers la table des commentateurs. Ensuite, il sort une... j'ai peut-être loupé 2-3 trucs. Il sort une table, il y met le feu. Donc il sort une bouteille d'essence. Il sort une table, il met le feu à la bouteille d'essence. Et il veut en fait tenter un chokeslam sur Daniel Bryan à travers la table. Et au final, en fait, Daniel Bryan qui contre. Et qui pousse Kane en fait à travers la table en feu. Et ça m'a rappelé un petit peu un vintage... Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22, sauf que bon, le rendu n'a pas été aussi bon, merci à la PGRA, hein. Kane qui est tombé sur la table en feu, qui immédiatement, 2-3 bonhommes avec extincteurs sont venus éteindre tout ça pour, au cas où si Kane se brûle un poil ou deux, faudrait pas, attention. Kane qui est un petit peu étourdi remonte assez rapidement sur le ring et qui se prend le running knee, le coup de genou de Daniel Bryan en plein dans la gueule. Et Daniel Bryan gagne le match comme ça. Voilà. Donc à la fin, on a Daniel Bryan qui traîne pas d'ailleurs, qui se barre assez rapidement. Et là, on a tout simplement Kane qui lui met un coup de pression avec son coup de je mets l'aréna en feu. Et Daniel Bryan qui ne monte pas son reste, qui se barre assez rapidement. Donc en fait, on aura compris que je pense la guerre entre Daniel Bryan et Kane n'est pas finie. On aura sûrement une suite à tout ça. Voilà. Donc, il y a eu une suite à tout ça parce que je pense que j'ai vu un petit peu le résumé du Raw d'hier et apparemment ils se sont encore mis sur la gueule. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view. Quelques petites déceptions mais rien de bien méchant. Moi personnellement j'ai apprécié. J'ai passé une bonne fin d'après-midi à regarder ce pay-per-view. En rentrant du taf en plus je me vautre dans le canapé comme une merde. Avec ma feuille je prends mes notes. Ça me convient totalement. Bon, c'est vrai que je pourrais le regarder en direct, mais franchement, rentrer du taf avec toute la fatigue qui retombe, me foutre dans le canapé, prendre mes notes et tout ça, ça me détend beaucoup, donc j'aime bien, voilà. Donc si ce petit résumé vous a plu, il n'y a aucun souci, vous pouvez me laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas à me donner votre point de vue, moi je trouve ça vachement intéressant. Vous pouvez laisser un petit like si ça vous fait plaisir, moi ça me fera plaisir, hein. Mais j'insiste plus sur le côté laissez-moi votre point de vue parce que j'adore... vu que j'ai pas d'amis et que je passe ma vie un petit peu tout seul dans le noir comme un con. Non, je déconne. Non, j'aime bien entendre les points de vue des autres, comme ça je peux les comparer aux miens, et éventuellement après améliorer mes propos, en tenant compte de vos préférences, de vos choix, de votre point de vue. Comme ça je vois les points de vue de chacun et je peux essayer d'être encore plus objectif que je ne le suis actuellement, parce que c'est vrai que j'essaie d'être objectif, mais des fois je suis un petit peu... j'ai quand même mes préférences, hein. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pas trop... ça vous a pas trop cassé les couilles d'écouter... Je reprends. J'espère que vous vous êtes pas trop cassé les couilles à écouter que je raconte ma live encore pendant une demi-heure, 40 minutes, je sais pas. Je m'en fous en fait. Combien de temps ça dure. Je le verrai quand j'aurai fini le montage. Donc encore une fois je fais une dédicace à tous les gens que j'ai eu en live Skype, ça me fait très plaisir et ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. Je suis impatient de vous retrouver. Les prochains groupes que j'aurai, je suis impatient de parler avec vous. Donc si je me trompe pas, j'aurai Romain Horton, j'aurai France Mizanin Wallet. Excusez-moi 2 secondes, je vais chercher la liste. Comme ça, si vous regardez ma vidéo, vous pourrez... De toute façon, je pense que je vais vous envoyer un message. Donc, dans le 3e groupe, j'ai Romain Morgan, France Mizanin Wallet, Kevin Gazo, Valentin Pruvot si tu es disponible, Jordan Deluca aussi si tu es dispo, Parodix, pareil, si tu regardes cette vidéo, on ne sait jamais, et que tu es dispo dimanche, ça me fera très plaisir de te retrouver. Par contre, je vais un petit peu voir ça à l'avance, c'est que je vais peut-être aussi avancer à 13h l'heure du rendez-vous, ou éventuellement mettre ça le samedi. Je vais réfléchir, je vais vraiment vous dire ça assez rapidement. Je ne veux pas vous prévenir au dernier moment, tout simplement parce que j'ai la fête foraine actuellement chez moi à Senlis, dans le 60, et en fait le week-end qui arrive, c'est les derniers jours en fait de la fête foraine, et j'ai vraiment envie d'en profiter, surtout que bon je vais vous raconter ma live, hein, mais j'ai eu ma paye cette semaine, donc j'ai bien l'intention d'en profiter un petit peu.
Et j'ai un petit défi en plus, enfin pas réellement défi, mais j'ai pris quelques petites photos de Speed, la fête foraine la semaine dernière. Et j'ai un petit gars assez sympathique, donc je crois que c'est Benjamin Bonnel, donc je te fais un big up, ma couille. J'ai pris les photos, les trucs là où tu donnes un coup de poing, puis ça te met ta force de frappe, truc de boxeur. Il m'a dit, hey, t'as fait combien? Je sais pas, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai la semaine prochaine, donc je vais peut-être me filmer en vidéo, comme ça vous aurez le plaisir de me voir me taper la honte, comme d'hab. Et je pense faire un score minable, parce que je n'ai en aucun cas l'habitude de me servir de ce genre de truc, enfin, bon, voilà pour dire. Donc je vais voir ça assez rapidement, donc ces personnes-là, ça me ferait plaisir de vous retrouver, surtout Romain Morgan, ça fait un petit moment que j'attends de refaire un live avec toi, parce que la dernière fois j'avais juste kiffé de parler. Je suis impatient aussi, bon je dis pas que les autres je m'en fiche un peu, je suis impatient de parler à tout le monde, mais si elle est disponible, je serais vachement content de parler à France Misani-Noilette, je n'ai jamais parlé en face to face, à vive voix, et ça me fera plaisir, voilà. Donc surtout je vais laisser les liens des chaînes Facebook, des chaînes YouTube, pardon, de mes camarades, collègues et amis qui font des vidéos de catch. Je vais laisser le lien de la page French Community of Wrestling, comme ça si vous avez éventuellement envie de m'envoyer un message, vous n'hésitez surtout pas, vous y allez, vous laissez un petit commentaire. Et moi je signe en tant que hashtag Joe, donc JO. Comme ça, si vous me laissez un message et quand je vous réponds, je laisse hashtag Joe, comme ça vous savez qu'en fait c'est moi qui vous réponds. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt pour le live et pour éventuellement les gens que ça intéresse de faire des lives Skype communautaires. On parle de catch, mais là on va parler éventuellement d'autres choses, surtout qu'on aura notre ami Parodix avec nous. Pardon, si tu es disponible, Paro. Donc on va pas parler que de catch, parce que sinon tu vas vite t'ennuyer. On va parler un petit peu aussi de divertissement, éventuellement de manga, de la vie, enfin de la vie de tous les jours. Les hobbies, les machins, vraiment un petit live communautaire pour communiquer de façon pépère, on va dire. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo pronostic, si vous me regardez que pour mes vidéos de catch. La vidéo pronostic du prochain pay-per-view qui sera Payback. Je vais faire aussi la petite vidéo défi fête foraine. Je réfléchis actuellement sur la possibilité de faire un vlog. Donc vu que je sais pas réellement quoi faire, j'ai pas trop de motivation, d'inspiration. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des idées, des commentaires, des machins. Et je pense, Danny Ange m'a laissé une vidéo défi, je vais encore bouffer un truc bien dégueu. Enfin bien dégueu, non c'est juste Space. Donc je la posterai la semaine prochaine, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Hein. Voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, voire une bonne nuit. Je vous fais même un bise. Allez vous coucher, bordel de merde, pour ceux qui ont école demain. Sinon je vais passer à travers l'écran, je vais dire vous défoncez votre tête. Non, rigole. Non, sérieux, bonne nuit, enfin bonne nuit. Ça y est, je suis fini à la piste de rat des fois, moi, faut pas chercher. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, et voilà. Allez, ciao.